Nous arrivons déjà à la dernière joute du concours. Fervente défendresse de la langue française, la prochaine candidate qui va se produire sur scène compte bien user de son juste verbe afin de conquérir votre cœur et surtout emporter votre conviction. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'accueillir Madame Hélène Gréziac. Quelques supporters dans la salle pour Hélène. Dans le coin opposé, l'expérimenté, le rappeur qui manie le sens des mots au sens du flow avec un humour qui lui est propre. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Nabil Djarfi et toujours avec un N. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, cher public, je vous regarde et je ne peux m'empêcher de penser que vous êtes le fruit d'un avortement ineffectué ou raté. Vos parents ont-ils pensé que c'était le bon moment? L'excès d'excitation les a-t-il poussés à s'aimer de manière peu précautionneuse? Toutes les précautions du monde ont-elles échoué? Étiez-vous prévu, ne l'étiez-vous pas? Quel que soit le scénario, vos géniteurs ont certainement estimé leurs ressources suffisantes pour vous accueillir en ce monde, vous aimer et vous accompagner durant les premières années de votre vie. Et si tel n'avait pas été le cas? Et si vos parents, et plus exactement votre maman, car rappelons que c'est la femme qui porte le poids de la grossesse, s'étaient retrouvés dans une situation de grande précarité matérielle, à un âge auquel on n'espère pas devenir mère, ou encore dans une indisponibilité émotionnelle totale? Projetez-vous avec moi. Imaginez votre mère dans des circonstances qui ne furent pas les siennes. Pensez-la seule, étudiante, sans le sou, angoissée à l'idée d'accueillir un enfant non désiré, persuadée de ne vouloir ni ne pouvoir s'en occuper. Vous l'imaginez? Vous voyez son désarroi? Vous ressentez sa détresse? Sachez que cette femme, ce n'est pas seulement celle qu'aurait pu être votre mère, mais ce sont également des centaines de milliers de femmes qui traversent cette même épreuve chaque année en France. Des femmes qui n'ont ni l'envie, ni les ressources, ni la capacité même d'avoir un enfant. Des femmes qui choisissent souvent de ne pas imposer à un innocent leur inhabileté personnelle et qui prennent le parti de ne pas faire venir au monde un être si cette venue est dépourvue de sécurité et d'amour. Vous vous en doutez, ce choix n'est jamais une partie de plaisir et personne n'espère avoir un jour à décider de la sorte. Pourtant, depuis 1975, depuis la loi Veil, nous nous sommes résolus à offrir cette possibilité à la femme, car nous avons accepté qu'un oubli, une inadvertance, un faux pas pouvait arriver. En somme, nous avons consenti à ce que la femme puisse être capable de ce dont nous sommes tous coupables dans cette salle, l'erreur humaine. Mais alors, si le droit à l'avortement est inscrit dans la loi, réglementé par le Code de la santé publique et encadré par la médecine, tout va bien, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Regardez autour de nous, ce droit soi-disant acquis est sans cesse menacé. Dans le monde entier, on constate que le droit à l'IVG peut être un jour garanti et le lendemain ne plus exister. Pensons à la récente suppression du droit fédéral à l'IVG aux États-Unis, ou encore au projet de constitution remettant en cause le droit à l'avortement au Chili, et enfin au refus de textes garantissant l'accès à l'interruption volontaire de grossesse en Italie. Mais parlons surtout de la France, et parlons du rôle qu'elle a à jouer afin d'empêcher la perte d'un droit qui consacre non pas le confort de la femme, mais sa liberté tout entière. Et comment faire? Eh bien, en agissant comme les pionniers que nous avons su être depuis 1789, en inscrivant ce droit dans la norme suprême de notre pays, la Constitution. Plusieurs raisons, mesdames et messieurs, justifient cette démarche. D'abord, inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution reviendra à faire d'elle un droit fondamental. Vous direz sûrement, cher contradicteur, que cela ne change en rien la possibilité de suppression ou de modification des normes constitutionnelles. Et vous avez raison. Les États-Unis en sont un exemple criant et il est bien clair que nul n'est à l'abri d'un tel revirement de jurisprudence.
Néanmoins, je propose de ne pas tomber dans le cynisme le plus total en considérant que rien ne mérite d'être fait s'il existe un risque de le défaire. Si nous réfléchissons bien, toute chose en ce bas monde revêt un caractère incertain et un certain risque d'échec. Si nous poussons la logique un peu plus loin, inscrire n'importe quel droit dans la Constitution n'aurait aucun intérêt. Pourquoi donc y avoir inscrit la liberté, la propriété, la sûreté ? Eh bien, tout simplement parce que nous ne sommes pas des êtres relégués au rang d'animaux. Nous avons la notion de hiérarchie, de suprématie, et surtout nous sommes d'inconditionnels espérants, cherchant sans cesse à garantir et renforcer un peu plus la liberté des hommes, de la femme dans notre cas. Nous comprenons, ne vous en déplaise, la portée des normes constitutionnelles et nous en saisissons la symbolique. Ceci, tout simplement parce que c'est nous qui les votons, parce que la Constitution est un consensus entre chaque citoyen, parce qu'elle est faite de ce que nous sommes déterminés à protéger. Et si vous en doutez, je vous en prie, inscrivez donc un droit dans la Constitution et supprimez-le. Et voyez avec quelle facilité déconcertante le peuple vous laissera faire. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je ne vous demande pas de constater les risques d'échec d'une inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Je vous demande de concevoir son intérêt légal, médical et social. Légal d'abord parce qu'elle constituerait un rempart, une sécurité juridique pour les femmes et leur liberté de choix. Parce que dans le cœur du peuple et des tribunaux, ce droit a déjà été accepté et que le constitutionnaliser lui donnerait une portée qu'il mérite. Celle de normes à protéger envers et contre tous, celle de règles dont les garanties de pérennité et de fondamentalisation sont inéluctables. Médicale ensuite, parce qu'elle imposerait une réglementation plus effective des IVG. À ce titre, il faut rappeler que dans le monde, chaque année, environ 39 000 femmes décèdent et plusieurs millions se retrouvent hospitalisées du fait de complications causées par des avortements non sécurisés, trop mal encadrés par la loi et la médecine. C'est le devoir de tous de chercher à réduire ces chiffres en contrôlant et en encadrant au mieux les avortements, ainsi qu'en accompagnant les femmes dans leurs choix. Enfin, l'intérêt est social, parce qu'après des années à avoir été la subalterne de l'homme, il est temps que la femme accède aux droits qui les mettent sur un même pied d'égalité. Droit de vote, de travailler, libération sexuelle, égalité sociale, salariale, professionnelle. Nombreuses sont les avancées qui se sont opérées depuis plusieurs années et qui permettent à la femme d'être chaque jour plus libre. Nous lui avons octroyé ces droits parce que nous croyons qu'elle les mérite en tant qu'être qui ne se réduit non pas à un simple instrument de procréation, mais en tant que citoyenne du monde, en tant qu'égale de l'homme. En France, mesdames et messieurs, près de 235 000 femmes ont eu recours à l'avortement en 2022. Il faut se l'avouer, ce processus n'est plus une exception parmi les exceptions. C'est un phénomène de société, c'est une alternative à une vie de contrainte dont nous essayons de libérer la femme depuis de nombreuses années. Et si la Constitution peut permettre de renforcer cette liberté, eh bien exploitons-la. Et si la Constitution s'avère être un moyen inefficace pour préserver ce droit, pourquoi diable s'opposer à ce qui n'aura d'effet ? S'il existe malgré tout un risque que le droit à l'interruption volontaire de grossesse, après avoir été admis au rang de droit fondamental, se retrouve arraché à la femme, eh bien soit. Nous aurons pourtant tout mis en œuvre pour le garantir. Nous aurons joué notre rôle de concitoyens. Nous aurons érigé un rempart de plus pour défendre la liberté de la femme. Nous aurons hissé une bannière qui ne cessera jamais d'annoncer au reste du monde liberté, égalité, fraternité. Tout le monde m'entend ? Oui ? Super. Je vois que post tenebras lux. Super. Merci pour ce discours. Que cette noble assemblée me pardonne. Que ce jury m'absolve totalement de ce qui m'est reproché. Ma faute est la suivante. J'ai, sous le coup de pression médiatique, sollicitude et sournoiseries adverses, cédé à la séditieuse tentation de la triche.
Je n'ai pas effectué ce travail seul. J'ai dû quémander, prier, exhorter et implorer, supplier et invectiver nos pères fondateurs en ce qu'il est de la Constitution. Pour l'esprit, j'ai convoqué Montesquieu, Madame du Châtelet, Voltaire, Olympe de Gouges, Rousseau et tous nos autres sages mages illustres. Pour la lettre, j'ai quémandé Napoléon en ce qui est de la Confédération. Et pour notre chère République française, j'ai sommé Debré de s'asseoir à la droite de De Gaulle. Puissant d'une détermination masculine que je croyais alors sans faille, j'ai sommé à Madame Veil d'apparaître devant moi. Et c'est moi qui apparus à elle. Je revis, tremblant, son discours devant l'Assemblée, et je vous le promets, vous le reverrez également ce soir. J'ai triché, j'ai fauté, je me suis parjuré. Et vous m'excuserez. Vous m'excuserez de m'élever un peu au-dessus de ma condition en me faisant parfois historien, parfois constitutionnaliste, parfois philosophe, mais souvent femme. Car s'il faut se faire femme pour fédérer et faire valoir les facéties et les vocations fallacieuses de la partie adverse, je vais le faire. Je me fonds à la forme. En un mot, JVG, rien à perdre. La question de ce soir n'est pas de savoir si les femmes auraient le droit d'avoir accès à l'avortement, comme vous l'avez répété pendant près de 3 minutes. Il nous semble déjà acquis de tous dans cette salle que ça devrait déjà être le cas partout sur Terre. Dans nos pays respectifs, ça l'est également déjà tout de suite. La vraie question qu'il convient de poser, c'est où est la meilleure place de l'avortement et de l'IVG au sein de notre bloc juridique ? Pour faire honneur à mon professeur de droit constitutionnel qui, un soir d'automne, posa doucement sa main sur mon épaule en susurrant à mon oreille « Nabil, souviens-toi, il n'y a rien de plus grand que la Constitution. » J'étayerai mon propos à travers 3 grands arguments qu'il vous conviendra de retenir, parce que je fais une dissertation juste après, et c'est ramassé et c'est noté. Le premier des arguments qui me semble être le plus convaincant, c'est la nature et l'essence de notre Constitution, de nos constitutions même. Le second, c'est que cette proposition que vous venez d'entendre est totalement fallacieuse, puisqu'elle est inutile et totalement inefficace. Enfin, le troisième argument que je souhaiterais lever devant vos yeux ébahis, c'est que c'est un danger même, l'inscription de l'IVG, pour le droit des femmes. Et je vais vous le prouver. Tout d'abord, vous l'avez compris, on l'a déjà bien entendu, il n'est pas question de se faire conseil constitutionnel aujourd'hui, puisqu'il a déjà considéré en 1975 que la loi du 15 janvier 1975, appelée également loi Veil, si jamais, le contrôle de constitutionnalité a déjà été effectué, la pratique est bien constitutionnelle et réglementaire. Vous le savez aussi pour la Suisse, je ne vais pas vous faire vos cours de droit public, mais il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité formelle. En ce cas, le débat est déjà clos sur ce sujet. La Constitution, n'en déplaise aux publicistes dans la salle, n'est pas un évangile. Ce n'est pas un texte sacré que l'on pourrait revendiquer, un peu comme dans les films américains, vous savez, où l'on rétorquerait à son gouverneur « J'invoque l'article 33 de la Constitution. Vous avez l'obligation juridique de m'enlever le fœtus qui siège au sein de mon ventre. » C'est un texte profond, tantôt philosophique, tantôt ecclésiaste, qui se veut pacifiant dans le sens organisateur et conciliant dans le sens social. Il est là pour juguler les rôles, le pouvoir et garantir sa séparation. En un mot, encadrer la licité de notre droit, garantir notre état de droit, autoriser et limiter les pouvoirs du président. Et ce n'est pas pour rien qu'il est au-dessus de la hiérarchie des normes. Vous le savez autant que moi, au commencement, il y a le verbe, la loi, et avant la loi, il y a l'esprit. Et cet esprit, écoutez-le, il vous parle, nous venons de le convoquer. Écoutez les anciens, il vous conjure de prendre soin de ce bijou civilisationnel qu'est la Constitution. Je vous disais, c'est une mesure inutile et inefficace. L'inscription de l'IVG est une proposition inutile parce que la pratique existe déjà en soi. Elle est codifiée, elle est pratiquée sans aucune entrave. Aucune femme dans cette salle, aujourd'hui, peut se voir refuser un avortement tant qu'elle considère
les modalités légales relatives à cet avortement. J'emploie également le terme efficace, puisqu'une telle inscription ne changerait absolument rien à l'état de fait actuel proposé par la loi Veil. On nous parle de sanctuarisation, en ce qui est de la raison même de cette proposition. Excusez-moi, n'importe quel constitutionnaliste, un minimum constitué, éclate d'un rire gras et triste en entendant cela, car ce n'est pas une révolution. Un sondage IFOP avance que 80% des Français et Suisses sont favorables à l'avortement. C'est, vous allez rire, près de 4 fois la cote de popularité du président de la République française, et presque autant en Suisse de personnes qui savent qu'ils en ont un. Mais voilà, en cas de référendum, terme bien connu des constitutionnalistes tant helvètes que français, le débat ouvrirait une boîte de Pandore sur la question de l'avortement. Il est très probable que les Antilles viennent perturber et fragiliser l'opinion publique déjà acquise, plus de 80%. Et ça me paraît être un très bon saut vers le reste de mon sujet. Messieurs, pour cette partie, vous n'êtes pas obligés de rester dans la salle. Vous pouvez sortir, on se verra au PMU tout à l'heure. Mesdames, c'est à vous que je m'adresse. Mesdames, l'heure est grave. Un danger vil s'est emparé de nos vanités. Mesdames, prenez garde. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mesdames. Cette proposition constitue un danger pour le droit des femmes. En quoi? Un danger en ce qu'elle compromet l'état de droit, en fragilisant la Constitution. Un danger pour l'ordre judiciaire qui ne serait plus à même de juger convenablement, puisqu'il est convenu qu'il n'est aujourd'hui que l'ombre de soi, caché entre le droit à l'avortement et demain le droit aux assurances chômage. Un danger qui plus est insultant, car il sous-entend que la femme n'est pas assez intelligente pour comprendre la portée et les limites de la Constitution. Il ne faut pas noyer, madame, le bébé dans l'eau du bain. Un danger, enfin, parce que si vous connaissiez le monde constitutionnel, vous sauriez que puisqu'il est profondément masculin, vous donneriez alors au juge constitutionnel la joie de réguler et d'interpréter cette norme. Vous donneriez donc à l'homme le pouvoir de légiférer sur le corps des femmes. Mais c'est un danger dont on pourrait se délester, et je ne résiste pas du coup, à titre de péroraison, de vous rappeler les propos et l'esprit de la loi Veil. Qui peut mieux en parler qu'elle? Elle dit, devant l'Assemblée, je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme, je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement, il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. Et cette exception ne peut être érigée au statut de norme. Car du moment où on passe de l'exception à la norme, alors on change l'esprit de ce texte, et cet esprit, vous l'avez entendu, réfute ceci. Conservez, mesdames, cette Constitution. Conservez cet état de fait. Conservez vos droits. Il est de votre devoir, votre responsabilité de protéger ce que vos pères, et par conséquent mères également, ont déjà acquis. Ne le jetez pas au tambouis du Conseil constitutionnel, je vous en prie. Merci. Chers contradicteurs, je vous remercie pour ce discours fort instructif. Je crois parler pour toute la salle en disant que nous vous pardonnons votre tricherie. Néanmoins, le débat de ce jour concerne la question de prévention. D'ailleurs, si vous prévoyiez un peu mieux les choses, peut-être que vous n'auriez pas besoin de tricher. Aujourd'hui, la question est une question de prévention car nous avons parlé du reste du monde, de nombreux pays qui remettent en cause le fondement, la garantie du droit à l'IVG. La question est de prévenir l'avenir, de s'armer contre lui et de permettre aux femmes de conserver leurs droits, de conserver ce droit qui leur permet de garantir leur santé, leur liberté, leur être tout entier. Chers contradicteurs, nous parlons également de sécurité médicale. Je vous ai cité des chiffres auparavant, certes, ça n'est pas très excitant, je
Je vous prie de m'excuser. Néanmoins, je pense qu'il est du devoir de tous de chercher à mieux encadrer, réglementer les IVG afin de réduire le nombre de décès et d'hospitalisations de femmes. Ce n'est pas parce que le droit à l'IVG est inscrit dans le Code de la santé publique qu'il est parfaitement encadré et contrôlé. L'inscrire dans la Constitution permettrait de faire des avancées en ce sens. Enfin, parlons de la symbolique même de la Constitution. Lorsqu'on vous entend, on dirait un simple bout de papier qui n'a aucune symbolique. Eh bien, je vous rappelle que la France est celle qui a su édicter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous conviendrez donc que cette dite symbolique ne nous est pas superflue et que nous comprenons la portée des droits fondamentaux en tant qu'ils sont inscrits dans nos cœurs et dans nos mœurs. Aujourd'hui, si l'on refusait à la femme le droit fondamental de disposer de son corps et de choisir pour elle-même, toutes les avancées sociétales n'auraient plus de sens. Cela reviendrait à octroyer une liberté limitée aux bornes bien définies, à l'inverse de ce que préconise d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, vous avez su nous citer brillamment Simone Veil. Permettez-moi de faire de même. Cher contradicteur, il suffira d'une crise. Vous avez cité en effet des chiffres, c'est très bien. Vous allez faire une recherche Google. 39 000 femmes meurent apparemment tous les ans dans le cadre d'avortements, évidemment. Illégaux ou non, ça c'est à voir. La vraie question sous-jacente à ça, elle est de penser une minute que le droit américain serait semblable au droit français, que la Constitution, le Bill of Rights, serait nécessairement la Constitution du 4 octobre 1958 de la Ve République. C'est faux. Vous le savez tout autant que moi. Vous avez ensuite dit, je trouve assez dangereuse dans votre façon de parler, votre façon de vous exprimer, vous êtes prêt à sanctuariser du coup, à faire en sorte de créer une symbolique avec cette histoire d'IVG au sein de la Constitution, quitte à dénaturer même la Constitution. C'est ce que je vous ai dans un sens répondu avec mon discours. Vous n'avez pas vraiment répondu à ça non plus dans votre réponse, mais c'est pas grave, on en parlera tout à l'heure autour d'une bière. Vous avez ensuite fait référence à la France en disant « mais c'est le pays des droits de l'homme, ce n'est pas possible ». Non, c'est pas vrai. C'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Et tout ça change énormément la portée de ce propos. Pourquoi ? Parce que la République, je sais qu'il y a beaucoup de Robespierriens dans la salle, alors je me voue aux gémonies ici. La République, c'est pas que des belles choses. La République, c'est un système dur aux femmes, un système colonisateur. C'est également un système qui a provoqué, donné les pleins pouvoirs au maréchal. Donc en ce cas, ce n'est pas du tout un très bon exemple et ce n'est pas quelque chose à mettre sur la scène. Enfin, pour ce qui est de la symbolique, vous n'avez à aucun moment explicité l'utilité et la fonctionnalité de l'ajout et de cet amendement. Alors, en ce cas, il faudra peut-être retravailler ce sujet et revenir avec une meilleure réponse.